Matinal Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Marion Sigaud, historienne, conférencière, auteure de plusieurs ouvrages, et dont celui-ci, Sexologie et mensonges, donc autour de cette figure de Judith Reisman. Bonjour Marion Sigaud. Bonjour Clémence, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eh bien, j'ai lu votre livre et il faut dire que je connaissais un petit peu déjà Alfred Kinsey. Je pense que c'est le cas de nos auditeurs. On va quand même rappeler qui il est, ce qu'il a fait et surtout à l'origine de quoi il est, puisque aujourd'hui c'est une pieuvre aux tentacules qui nous touche tous dans tous les pays du monde, en tout cas au moins d'Occident. Et ce combat de cette femme, ses origines, sa vie finalement, sa vie de mère de famille qui aime profondément ses enfants et qui n'a qu'une envie finalement, c'est d'être proche de ses enfants et de les protéger, et donc par extension de protéger l'ensemble des enfants, est très touchante. Et je pense en effet qu'au lieu de commencer par parler, je me suis posé la question d'ailleurs, et si on commençait par l'actualité, les dernières choses qui sont tombées dans l'éducation nationale, etc., en quoi ça nous touche nous tous les jours. Finalement, je crois que raconter l'histoire de cette femme nous parle plus. Donc, je vais suivre finalement votre livre, Marion Sigaud. Peut-être rappeler, avant de parler donc de cette femme, Judith Reisman, qui est une femme solaire, intelligente, pleine de bon sens, et finalement aussi pleine de son rôle de femme et de mère. Et de bonté, Et de bonté. C'était la bonté personnifiée. Et bon, en plus, elle est très jolie. Vous mettez une photo. Très jolie dame. Est-ce que vous pouvez rappeler qui est Alfred Kinsey? Et après, évidemment, à travers la personne de Judith Reisman, on va découvrir aussi ce qu'elle a découvert elle-même, parce qu'en fait, on découvre avec elle ce que c'est qu'elle fait Alfred Kinsey. Ou alors, commencer par raconter qui elle est et comment elle tombe la première fois sur ses travaux. On va faire ça comme ça. D'accord. Alors, Judith Reisman, c'est une dame qui est née en Amérique, de parents américains, natifs américains, et dont les grands-parents sont originaires de Varsovie. Ils ont connu l'exil, l'exode à la fin du siècle, à la fin du 19e siècle. Ils sont passés, ils ont voulu aller en Amérique, enfin, ils ont voulu fuir une certaine misère, enfin, l'oppression que ça pouvait être pour les Juifs de vivre à Varsovie dans ces années-là. Ils sont arrivés en Amérique à la fin du 19e siècle. Ils ont fait des enfants, ils ont prospéré, qui eux-mêmes ont prospéré. Et Judith est née dans une famille d'origine juive, absolument athée, communiste, complètement communiste. Enfin, on vénérait, il me raconte que dans les grandes tablées familiales de son enfance, on vénérait le camarade Staline qui allait abolir, par la lutte des classes, qui allait abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. Et alors, c'est amusant, c'est que Judith les valeurs qu'elle a apprises de cette famille juive sont restées les siennes jusqu'à la mort, alors qu'elle n'est pas restée une juive athée, puisque elle est morte quasiment chrétiennement. Enfin, c'est pas quasiment, elle est morte chrétiennement. Elle a trouvé Dieu dans son combat, mais elle n'a jamais renié ses origines. Ses traditions, ses origines. Vous dites qu'ils se réunissaient en famille, il y avait de la musique tous les week-ends, il y avait de la ils musique, chantaient. Oui. Elle a vécu une vie familiale absolument lumineuse, heureuse. Elle dit il y avait des tablées familiales interminables avec des oncles, des tantes, des cousins partout. À la fin du repas, on sortait, une des tantes se mettait au piano, il y avait celle qui chantait en solo, il y avait ceux qui chantaient en chœur, on chantait la Pologne perdue et l'Amérique en marche. Enfin, ils étaient absolument heureux. Et Judith a épousé à 20 ans un très bel homme, un universitaire dont elle était très amoureuse, qui lui a fait 4 enfants. Et elle réussissait. Alors, elle était très attachée à ses enfants et à sa famille. Et comme elle avait beaucoup de talent, notamment, elle chantait magnifiquement. Elle a trouvé un poste, alors probablement la solidarité familiale a joué. Elle a trouvé une place de chanteuse dans une émission de télévision où c'était une émission qui s'appelait Captain Kangaroo, une émission pour les enfants de très bonne qualité, m'a-t-elle dit. Enfin, je ne vais pas regarder Captain Kangaroo, mais je veux bien la croire. Et elle faisait des chansons pour Captain Kangaroo, c'est-à-dire qu'elle pouvait travailler de chez elle, puisqu'on fait des chansons de chez soi, et puis voilà. Et elle gagnait très bien sa vie. C'est-à-dire qu'elle était prospère en tout, en totalité. Elle avait un métier qui lui plaisait. Alors, elle a aussi travaillé pour faire des chansons et parler de musique dans différents organismes, musées. Enfin, c'était vraiment une personnalité tout à fait reconnue. Oui. Donc, elle était prospère comme mère, comme épouse, comme fille, comme petite fille, comme citoyenne américaine. C'était le bonheur
explosif, le Oui, bonheur presque absolu. parfait. Et en fait, à ce moment-là, vous mettez dans votre livre une photo, donc elle a ses enfants et une de ses filles dans ses bras, et on la voit un Elle est beau magnifique. sourire, elle est magnifique, et puis surtout, elle aime ses enfants, et on a l'impression que voilà, c'est vraiment pour nous, c'est l'image de la mère et de la fille, quoi. Et donc, Voilà, voilà, malheureusement, arrive un drame qui va éveiller aussi un peu sa conscience par rapport à ce qui se passe, et notamment au réseau Kinsey. oui. Arrive un drame. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe? Elle se rend compte un jour que sa fille aînée, qui a 11 ans, qui s'appelle Jenny, dépérit sans raison apparente. Elle dépérit, elle chouine, Soudainement, oui. elle grogne, elle est malheureuse, elle dort plus. Enfin, bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Elle presse alors c'est son aînée, c'est sa grande fille, hein, 11 ans, c'est sa grande. Elle la presse de lui dire qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Et la petite est tellement, tellement gênée que pour lui dire ce qu'elle a, elle lui fait promettre de ne pas appeler la police. Je ne sais pas si vous imaginez. Mm. Et enfin, de pas appeler, d'en parler à personne, de pas faire de drame. Enfin bon, elle promet, puisqu'elle veut absolument savoir ce qu'a sa fille. Et elle apprend que le voisin du dessus, alors sa fille a 11 ans, le voisin du dessus qui en a 13, Mm. la viole, en lui expliquant, mais t'aimes pas ça pour le moment, t'inquiète pas, ça viendra, tout le monde finit par aimer ça, il lui tient un discours absolument monstrueux qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on dit dans l'entourage de Judith. Et elle apprend l'enquête, elle a promis de ne pas appeler la police, elle l'appellera pas, en tout cas pas tout de suite. Et elle enquête et elle apprend que le garnement, il a déjà violé son petit frère, qui fait la même chose avec différents gosses de l'immeuble. Et en enquêtant plus avant, elle apprend que le gosse justifie ça en disant qu'il l'a vu dans un journal qui s'appelle Playboy, dont son père a toute la collection sur la table de nuit. Et le gosse, il est sexualisé par la lecture de Playboy. Judith, elle ne sait pas ce que c'est que Playboy. Enfin, permettez-moi de l'appeler Judith. C'est devenu une amie. Je ne dis pas ça en général d'un écrivain. Non, mais c'est devenu vraiment une amie. Donc, Judith enquête. Elle n'a jamais lu Playboy. Elle cherche à savoir ce que c'est. Et enfin, quand elle comprend ce qui s'est véritablement passé, la famille déménage et hors d'elle, elle téléphone à une vieille tante à l'autre bout de l'Amérique pour lui raconter ce qui s'est passé. Et à sa stupéfaction, elle entend sa tante qui lui dit « Enfin, tu sais bien, Génie l'a sûrement cherché, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. » Elle dit « Pas bien, qu'est-ce que tu racontes? Ma fille? Mais ça va pas. Mais ma fille cherche, mais ça va pas. » Enfin, elle est indignée, elle raccroche, elle appelle une copine de faculté. De l'autre côté des États-Unis. De l'autre côté de l'Amérique, de sa génération à elle et pas de la génération de sa tante. Donc, deux femmes qui se sont jamais vues, qui lui dit exactement la même chose. Elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce monde? » Deux femmes que 4000 kilomètres séparent lui disent « Ta fille a été violée, sûrement qu'elle l'a cherchée. » C'est dingue. Parce que, au fond, tout le monde veut ça depuis l'enfance. Bon. Voilà. C'est un peu le mantra qui ressort à chaque fois. Et voilà. À partir de là, il y a quelque chose qui s'allume en elle, quoi. Voilà, quelque chose qui s'allume en elle et elle veut avoir la vérité. Et tout son combat, alors que je résume, hein, elle quitte la télévision, elle reprend des études de communication, elle est invitée à des colloques. Oui, parce qu'elle devient elle est quand même très brillante, donc elle devient docteur, elle est invitée à des colloques. Elle devient docteur en communication, hein, elle est tout à fait diplômée, elle est tout à fait reconnue. Et la stupéfaction de Judith, c'est pas seulement de voir qu'il s'est passé des choses qui lui passent par-dessus la tête, mais elle va découvrir la trahison des élites. Et c'est ça qui est absolument terrible. La trahison des élites, c'est vraiment, c'est le cœur de sa révolte. C'est le cœur de sa révolte. Parce que quand vous arrivez quelque part et que vous lâchez une vérité comme ça, vous vous attendez à des applaudissements, à des encouragements. On la chasse. Alors, ça s'est passé en deux fois. Une première fois en 1977 au Pays de Galles, où elle a été invitée, parce qu'une fois qu'elle est docteur, elle est dans les listes de gens qu'on est supposé entendre. Elle se rend à un congrès au Pays de Galles, organisé par des universitaires du monde entier. Le 5e congrès mondial de sexologie. Oui. Alors, amour et séduction, elle y va. Elle parle de ce qu'elle a découvert. Son travail à l'origine, c'est d'étudier la presse érotique, la presse du sexe, c'est-à-dire en l'occurrence Playboy, ensuite Hustler et Penthouse, qui sont vraiment les trois magazines à succès en Amérique, pour démontrer que sous couvert d'érotisme homme-femme, c'est en fait un érotisme adulte-enfant qui est sous-jacent et de plus en plus prégnant. Et ça, elle l'a véritablement démontré. Elle a fait un travail absolument phénoménal. Alors bon, vous savez, on a fini par dire « Ah bah oui, qu'est-ce que c'est que cette réac qui passe ses journées à lire des magazines cochons ?» Bon ben, réac, oui, c'est bien de réagir aussi, hein, quelquefois. Et à lire des magazines cochons, bah oui, désolé, c'est pas une partie de plaisir pour elle, mais elle a bien été obligée d'aller voir. Et le rapport qu'elle en fait est absolument accablant pour cette presse-là. Ouais. Et à Swansea, enfin au Pays de Galles,
les gens sont complètement, ils disent quoi, oui, le sexe avec les enfants, oui, c'est bien. Elle se rend compte qu'elle a affaire à des gens qui justifient ça, et ce sont des universitaires. Alors, pour ce qui concerne l'université, je ne vais pas passer mon intervention là-dessus, mais il faut savoir que, prenons l'exemple de la France, par exemple, les universités françaises sont à portée depuis la fin des années 70 et le début des années 80 de savoir ce qu'a découvert Judith Reisman, et personne n'est venu la publier. Ouais. Personne ne l'a publié. Pour que Judith Reisman soit traduite et publiée en français, il a fallu que Marion Sigaud intervienne en 2014. C'est quand même anormal. C'est quand même anormal. Moi, c'est pas mon métier, c'était pas ma vocation de le faire, et je l'ai fait quand même parce que j'ai brusquement pris conscience que cette femme absolument exceptionnelle, dont j'ai connu l'existence par la circulation d'un excellent reportage qui s'appelle Kinsey's Pedophiles, qui a été fait notamment par un Anglais, Tim Tate, que j'ai eu le plaisir et le bonheur de rencontrer. Et ce reportage a été repris et approfondi par des militants. Et un jour, par la grâce de la toile, d'Internet, j'ai découvert ce reportage et j'ai vu cette femme absolument extraordinaire qui tenait tête sur un plateau de télévision à un aréopage de réac qui ricanent quand on parle d'enfants violés et qui disent « mais vous n'avez rien prouvé ». Mais c'est absolument affolant. Judith elle a découvert la réalité de Kinsey. Alors c'est en venant de Swansea qu'on lui a parlé de Kinsey. Oui. Elle a lu le rapport Kinsey. Alors qui est Kinsey? En 2 mots, c'est un entomologiste, donc qui n'a rien à voir avec la sexualité humaine, qui a été recruté au début, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été recruté en fait par la CIA, avec financement de Rockefeller, pour renverser les valeurs occidentales. C'est-à-dire faire du sexe ce qu'il n'a jamais été, c'est-à-dire une activité de loisir. Oui, le sexe, là, c'est plus que ça. On est quasiment parce que là, on est dans la prostitution, dans l'abus d'enfants. Hein. Dans tout. Et alors, pas qu'une question de loisir. Judith a découvert, en lisant attentivement les rapports Kinsey, qui ont quand même été vendus. Allons-y là-dessus, j'ai un extrait, je vais lire. Et d'ailleurs, on va de nouveau prévenir qu'il faut éloigner les enfants parce que c'est complètement traumatisant, même pour nous. Pas. De toute façon, c'est éprouvant, y compris pour les parents. Mais bien sûr, j'ai été très éprouvée à la lecture, mais c'est important d'informer. Alors, il y a le rapport Kinsey, le fameux rapport Kinsey. Pourquoi ce personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, et qui aujourd'hui, encore une fois, est la source d'inspiration directe ou indirecte de quasiment toutes nos pédagogies, on va dire. Tous les programmes d'éducation à la sexualité se réfèrent à lui, tous. Oui, ou au moins indirectement, c'est-à-dire se réfère à quelqu'un qui se réfère à lui. En tout cas, donc il y a ce rapport qui est publié, je n'ai pas la date là. 1948, le premier 48 et le deuxième 54. Voilà. Et donc, Judith Reisman, vous le racontez dans votre livre, elle écrit elle lit ces rapports qui sont absolument terribles, qui dit que les enfants, dès le plus petit âge, ont envie... À la naissance, ils prétendent à la naissance. Ont envie de sexualité, alors elle se demande comment il fait pour avoir ça, elle lit le rapport exactement détaillé. Et donc, elle écrit au successeur de Kinsey, parce que Kinsey meurt en 56, elle écrit à Paul Gebhard pour lui demander comment ils ont fait pour obtenir les données sur lesquels il est rapporté que les enfants ont des orgasmes. Ils présentent des tableaux, une quarantaine de tableaux dans le livre. Donc elle demande comment vous avez fait pour pouvoir avoir ces informations. Et donc Paul Gebhard, donc le successeur de Kinsey, répond et explique, on a travaillé en collaboration avec des parents, des enseignants maternels ou en primaire et des homosexuels qui avaient utilisé des techniques orales et manuelles pour déclencher des orgasmes dont l'apparition et la durée avaient été chronométrées. Donc, on reprend technique orale et manuelle sur des nourrissons, parce qu'on parle d'enfants à partir de 2 mois, je crois, sur des bambins, des gamins, des préadolescents. Voilà ce qui se passe dans ce qui décrit et ce que donne comme information officielle le successeur de Kinsey. Il dit voilà, nous on a utilisé des techniques. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus d'ailleurs sur ces techniques pour, soi-disant, stimuler des orgasmes. Et ensuite, dans les orgasmes, je ne sais plus si je l'ai là, si c'est ça, on constate, en fait, il est écrit, parce que ce que Kinsey appelle orgasme, c'est évanouissement, cri, pleurs, tentative de fuite, convulsion, réaction de terreur, de changement de couleur. Donc voilà, pour lui, ça, c'est ce qu'on appelle de l'orgasme, c'est-à-dire on voit des réactions qui sont des réactions d'horreur, quoi, des réactions de maltraitance, ouais, bien sûr. Et donc c'est de la torture, de torture, voilà. Et
Et Kinsey l'a rapporté comme étant la preuve de la portée des enfants dès leur enfance, dès leur naissance, sur la sexualité. Et c'est aujourd'hui le rapport qui est utilisé par tous. Et donc, ce qu'elle dénonce, quand vous parlez du congrès de la sexologie, elle dénonce ça mot à mot, elle le décrit et elle dit, mais comment vous avez fait pour être vous tous complices, vous magazines de pornographie, vous communicants et vous universitaires qui vous référez à ces travaux. Et là, grand silence, en effet, pendant ce congrès mondial de la sexologie. Là, je vous laisse prendre la suite, Marion Sigaud. En effet, comment on peut avoir un rapport aussi immonde repris par tous? Alors, ça s'est passé à Jérusalem où elle était le congrès de sexologie. Je crois que c'était le 6e congrès de sexologie mondial. Hein, et tout le monde était là. Hein, tous les Français étaient là. Tout le monde était là. Elle fait son rapport. Alors, elle était partie. Elle avait divorcé. Elle était partie rejoindre ses 3 filles. Sa fille aînée, Jenny, est morte dans l'intervalle. Je ne sais pas de quoi. Judith m'a jamais donné de détails, mais bon, je pense que on peut imaginer que le trauma qu'elle avait subi était pour quelque chose. Donc, elle est morte à l'âge de 22-23 ans, je crois. Et ses 3 autres filles sont parties vivre en Israël. Et elle les a rejointes parce qu'au moment du divorce, elle est partie s'installer là-bas avec un statut de chercheuse. Alors, vous pouvez, en ne pipant pas un mot d'hébreu, faire des études en Israël parce que vous avez un fond documentaire en anglais qui était tout à fait susceptible de l'intéresser, de lui être utile. Donc, elle a été conviée à ce congrès en juin 1981, un congrès de sexologie mondiale, tout le monde était là, et elle a fait un discours en montrant les tableaux et en expliquant, mais par A plus B, c'était absolument incontestable, que tout ce que Kinsey appelait des orgasmes, c'était des réactions de terreur et de fuite face à des tortures qui avaient été imposées à des bambins par des adultes absolument pas. Enfin, je veux dire, c'est une horreur. Elle a dénoncé l'horreur, et alors qu'elle s'attendait à un tonnerre d'applaudissements, on l'a chassée. On l'a chassée. On lui a dit de partir. Ouais. Et son assistante qui est restée derrière elle a dîné avec les organisateurs du congrès qui ont dit mais celle-là, il faut absolument la neutraliser, c'est pas possible, elle nous emmerde. Alors, elle donne également comme détail que participant à ce congrès étaient des gens qui étaient à la fois universitaires et intervenant dans la fameuse presse qu'elle dénonce. C'est-à-dire que la presse du sexe, elle a compris, elle a vu qu'elle avait affaire à un monstre, à une pieuvre. Elle est retournée aux États-Unis. Et là, alors, vous savez, elle a été chassée du congrès, mais il y a quand même une oreille qui traîne, qui va en parler à quelqu'un d'autre. Et puis un jour, elle reçoit un coup de fil. Est-ce que vous voulez participer à une émission de radio? Alors, elle y va. À peine est-elle annoncée à l'émission de radio qu'elle reçoit des menaces de l'Institut Kinsey. Si jamais vous parlez de nous, ils vous en cuiront, etc., etc. Et elle a participé à l'émission. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et c'est là qu'a commencé à se constituer autour d'elle une résistance d'intellectuels vertueux, à la fois honnêtes, courageux. Enfin, elle a commencé à constituer autour d'elle un monde de gens décidés à enquêter avec elle, à dénoncer avec elle, mais ils ont toujours été minoritaires. Et son travail, quand elle a commencé, elle a été approchée par le ministère de la Justice qui lui a donné mission de rendre un rapport sur cette fameuse interaction qu'il y a entre la presse du sexe et le monde, enfin voilà, de mettre noir sur blanc ce qu'elle avait découvert. Et à l'intérieur même du ministère de la Justice, elle a reçu des pots de bananes, des choses-trappes, des menaces. C'est effrayant. Ce qu'elle a subi, c'est effrayant, effrayant. Elle a eu contre elle le Congrès américain, toute la presse. Il faut savoir qu'à un moment donné, une campagne de presse a été organisée contre elle, qui a mobilisé, alors, par l'intermédiaire d'un cabinet de relations publiques, qui a mobilisé $30,000 par mois pendant 2 ans. 2 ans de lobbying auprès de la presse pour décrédibiliser ce qu'elle dit, la diffamer, remettre en cause ses diplômes. Elle n'a pas de diplôme, elle raconte n'importe quoi. Bien sûr qu'elle a des diplômes. Attendez, vous pensez bien que le ministère de la Justice a commencé par lui demander ses diplômes, elle les a montrés. Donc, campagne de diffamation, de menaces, de tout, c'est effrayant ce qu'elle a subi. Et plus on l'attaquait, et plus elle est droite comme un nid, elle savait qu'elle renoncerait jamais. Et elle a commencé vraiment à s'agréger à des gens de très, très grande qualité, qui lui ont donné. Alors, vous savez ce que c'est qu'un miracle? Je vais vous expliquer. Vous êtes Judith Reisman, vous ne croyez pas en Dieu. Puis un jour, vous êtes absolument toute seule. L'université qui vous a recruté vous lâche. Le ministère de la Justice qui vous a recruté vous lâche. Toute la presse se met contre vous. Elle a eu bien sûr le lobby LGBT qui s'est déchaîné contre elle, la traitant de tous les noms et tout. Puis un jour, le téléphone sonne.
Alors, on lui avait retiré son crédit, on lui avait donné un crédit absolument phénoménal, on lui a retiré. Et le téléphone sonne et elle entend une voix qui lui dit « Madame Reisman, je m'appelle Jerry Falwell, j'ai une université privée, je vous ouvre ma bourse, je vous donne un bureau, je vous donne des secrétaires, je vous donne des ordinateurs, je vous donne tout l'argent dont vous pouvez avoir besoin, à une seule condition, c'est que vous ne me disiez pas que ça vient de moi. Et c'est tout. Ça s'appelle un miracle. Vous savez, vous êtes au fond du trou, vous êtes en train de comprendre que le monde entier est contre vous, et puis hop, il y a quelqu'un qui se lève. Elle s'est rendue dans cette université, Liberty University, où se trouvent à l'heure actuelle toutes ces archives, auxquelles je me suis référée, bien sûr, pour écrire ce livre. Et suivant. Et elle a été sauvée comme ça du désespoir et de l'effacement. L'idée, c'était de l'effacer complètement. Et tant et si bien que vous savez, de fil en aiguille, un tel va parler à un tel, qui connaît quelqu'un qui est susceptible de faire un film. Et puis un jour, le film, par l'intermédiaire d'Internet, il arrive en France, c'est là que je l'ai vu, il arrive en Croatie. Elle a été invitée en Croatie parce que la pieuvre de la sexualisation des enfants, en fait, c'est le but. Le but de l'Institut Kinsey, c'est de sexualiser les enfants et de sortir le sexe de sa fonction première, ultime et universelle, qui est de reproduire la vie. Le sexe, ça sert à se reproduire. Alors, que ce soit extrêmement agréable de le pratiquer, l'affaire est entendue, mais l'agrément n'est pas le but. Le but, c'est quand même la perpétuation de la vie. Et le rapport Kinsey et toute cette sexologie délirante maintenant, ça consiste à dire qu'on a un sexe pour jouer avec et pour jouir. Et pour ce qui concerne la reproduction, il y aura des utérus artificiels. Et puis c'est la déconnexion, la révolution sexuelle telle qu'elle a été initiée par Kinsey, c'est la déconnexion du sexe de la vie et de sa raison d'être. Oui. C'est comme si on disait à l'heure actuelle, sous prétexte que c'est agréable de manger, le tube digestif sert à se faire plaisir. Non, il ne sert pas à se faire plaisir. L'appareil digestif sert à la sustentation de l'être humain, de même que son appareil reproductif lui sert à se reproduire. Alors le plaisir, ça c'est le mystère de la vie. Attendez, il n'y aurait pas de vie. Oui, mais ça va plus loin que Encore une fois, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, vous l'analysez dans votre livre. On passe ce message en disant le plaisir. Et c'est vrai que tout le monde a envie de dire pourquoi pas le plaisir. Il n'y a pas de mal à avoir du plaisir. Mais le problème, c'est que ça va plus loin que ça. Et c'est ce qu'on voit notamment quand on ouvre les pages d'Alfred Kinsey en étant à la place de Judith Reisman dans votre livre et qu'on découvre comment son rapport a été fait, qu'on est en train de torturer clairement des enfants de 2 mois et un peu plus en faisant croire que c'est du plaisir sexuel. Entre le plaisir entre adultes consentants et les horreurs qui sont commises sur des enfants au nom du plaisir. Et c'est là toute la perversion en fait aussi. Mais bien sûr, la perversion. Alors, la révolution sexuelle a fait du sexe une affaire de prédation. C'est de la prédation. Il faut vraiment comprendre que ce que le rapport Kinsey préconise et ce que tous ces cinglés préconisent, c'est que le sexe donne tous les droits. Et les droits, notamment, à une sexualité délirante de mort et de torture, la pornographie qui est née de la banalisation de ces rapports est de plus en plus violente. Au début, alors Judith a fait une analyse très intéressante dans une vidéo qu'on a prise ensemble au Québec. Elle dit le sexe se fait maintenant sans partenaire, ça devient une affaire entre soi et soi. Le partenaire, c'est pas un partenaire, c'est un objet qui va nous servir à obtenir le plaisir en question. Au début, on va le faire, la pornographie va développer une excitation par image. L'image, au début, c'est un homme et une femme, après un homme et 2 femmes, après un homme et 3 femmes, après un homme avec des gamines, et puis un homme avec des petites filles. Et puis au début, on fait l'amour, et puis après on cogne, et puis après on torture, et puis après on tue. Il y a une spirale dans cette sexualité totalement déconnectée de sa raison d'être et de la morale, parce que les rapports Kinsey ont prétendu que la morale est hostile à la sexualité. Ouais. Et que la science doit remplacer la morale. C'est ça le fondement de la révolution sexuelle. Ouais. La révolution sexuelle, science, entre guillemets, c'est comme la science tout à l'heure de notre ministère de la Santé qui soi-disant lutte contre l'obscurantisme. On aimerait bien justement nous faire la transparence sur certaines choses pour pouvoir parler d'obscurantisme. Alors, la science préconisée par Kinsey est une science frauduleuse, c'est-à-dire que c'est une pseudo-science qui s'appuie sur des expériences criminelles et qui prétendent faire des observations scientifiques alors qu'il s'agit d'une entreprise de
changement des comportements qui n'a rien à voir avec la science. Et il y a énormément de gens qui se sont penchés sur, enfin j'en donne le nom, je ne vais pas vous le dire maintenant, mais énormément de gens très sérieux qui se sont penchés sur les rapports Kinsey et qui disent il n'y a rien de scientifique là-dedans, alors que toute l'argumentation pour faire passer l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité, maintenant ce que c'est devenu à l'école, consiste à dire la morale a interdit la sexualité, la morale c'est-à-dire la morale religieuse, la morale c'est on attend le mariage, on est chaste avant d'être couple, on est chaste avant le mariage, on fait les enfants que Dieu nous donne, etc. Tout ça, c'est considéré comme oppresseur et la science dit qu'il faut jouir. Mais la science, elle ne dit pas il faut. La science, elle ne dit pas il faut. C'est de l'idéologie qui se prétend de la science et c'est de l'idéologie. Et c'est une idéologie qui mène vers la mort. C'est absolument effrayant. Tout l'érotisme sur papier glacé, et puis maintenant par Internet, c'est de plus en plus violent. Le sexe est sorti, en sortant de son cadre moral, le sexe est devenu une affaire de mort et de violence. Et il faut savoir que le plan, alors vous allez voir qu'on va arriver vers le sujet d'aujourd'hui que tout le monde a en tête. Le plan d'origine, c'est pas Kinsey qui l'a inventé. Le plan d'origine, c'est le planning familial qui, au début du XXe siècle, a décidé de lancer une gigantesque entreprise de limitation de la population. Limitation de la population, ça s'appelle la dépopulation, ça s'appelle l'eugénisme, et le rapport Kinsey, c'est-à-dire le changement de paradigme en matière sexuelle, fait partie d'un plan général de dépopulation, c'est-à-dire d'extermination de la majorité, de l'écrasante majorité de la population mondiale. Alors, je voudrais venir au fait qu'en 1969, a été révélé, et ensuite ça a été révélé 20 ans plus tard au grand public, mais a été révélé à un aréopage de chercheurs américains qu'il existait un plan qu'on a surnommé le Nouvel Ordre des Barbares. Un plan qui consistait à dire tout est prêt maintenant, on ne peut plus reculer, voici ce que nous allons faire. La population va incessamment exploser, il faut absolument la réduire. On a tout un plan qui va se dérouler comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire, premièrement, on a essayé de convaincre les gens d'arrêter de faire l'amour pour arrêter de faire des enfants, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire, on va déconnecter la sexualité de la reproduction. Premier truc. On va faire comment? On va promouvoir l'homosexualité. Ça vous dit rien? Pourquoi brusquement les homosexuels, alors qu'ils étaient à la marge, brusquement, ils deviennent à la une? Bon, c'est un plan qui se déroule. On va développer l'homosexualité, on va banaliser l'avortement, alors que l'avortement a toujours été une pratique. Alors, on va dire que c'était une pratique qui était poursuivie, parce que pour poursuivre des avorteurs, il aurait fallu savoir qui avortait, et pendant longtemps, on n'a jamais su. Mais on va promouvoir l'avortement contre la vie des familles. On va sexualiser les enfants très jeunes de telle sorte qu'ils ne pensent plus à autre chose. Dès que l'idée du sexe est rentrée dans votre tête, bon, bah, vous en voyez partout, et voilà. Donc, sexualisation des enfants, on va séparer, on va interdire de soigner certaines maladies pour dépeupler. Il y a un truc extraordinaire, vous avez une maladie, vous faites en sorte qu'on ne puisse pas la soigner. Et il a expliqué, on pourrait soigner le cancer depuis longtemps et on ne le fera pas parce que le système a trop besoin que des gens meurent du cancer. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le plan? L'euthanasie. Il fallait absolument banaliser l'euthanasie, ça fait partie du plan, et à ce point pervers, pour banaliser l'euthanasie, il ne fallait pas seulement en parler, il fallait également faire en sorte que les vieux soient de plus en plus fragilisés et de plus en plus culpabilisés d'être à charge de leurs enfants. Je vous donne un petit détail qui tue, qui est absolument monstrueuse par sa petitesse et par l'horreur que ça implique. Il a été décidé que les notices des médicaments que les vieux prennent soient écrits en petits caractères et bleus sur fond blanc, c'est-à-dire illisibles par des gens qui commencent à perdre la vue. De telle sorte que les gens qui vieillissent soient obligés de faire appel à leurs enfants pour savoir comment prendre leurs médicaments. De telle sorte que petit à petit, ils se rendent compte qu'ils sont à charge et que quand on leur dira, bah voilà papa, on a une bonne nouvelle pour toi, une petite piqûre que tu ne souffriras plus, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la voie à l'euthanasie et ça fait partie du plan. Alors l'euthanasie fait évidemment partie du plan de dépopulation. À l'origine, on dit l'euthanasie, les gens souffrent, alors on veut qu'ils ne souffrent plus. Ben évidemment qu'on veut que les gens ne souffrent plus, mais on peut les empêcher de souffrir sans les tuer. Il ne faut quand même pas exagérer. C'est une monstruosité qui fait partie du plan.
Et le plan, c'est la dépopulation, c'est la fin de l'humanité. Et ce sont des gens il y a des gens qui réfléchissent à ça et qui sont impliqués là-dedans. Et le combat de Judith Reisman, elle est contre un des aspects de cette entreprise. Sur la Mais Judith, sexualité. elle a vraiment vu la totalité du plan. Et ça, c'est le prochain livre que je vous prépare, qui va sortir bientôt, qui est son dernier ouvrage à elle, où elle raconte véritablement comment elle est entrée au cœur de ce complot et comment elle explique très très bien comment c'est mondial et comment ça a été articulé. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Marion Sigaud. On va déjà se concentrer sur ce livre-là qui est suffisamment fort et qui ouvre beaucoup, je pense, les yeux sur ce qui se passe, ce qui est fait, et les origines de beaucoup de choses, hein, puisqu'on parlait d'euthanasie. Oui. On a la loi sur l'euthanasie qui passe en ce moment. On a évidemment l'éducation à la sexualité qui est également promue désormais et officielle dès les plus petites classes, je le rappelle, à l'école, avec des ouvrages, des accompagnants qui sont très problématiques. Voilà tout ce qui se passe en ce moment, Marion Sigaud. Je rappelle le titre de votre livre, Sexologie et mensonges, le combat de Judith Reisman. C'est auto-édité. J'imagine qu'on peut trouver tout ça sur Amazon. Merci Marion Sigaud. Merci à vous tous, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.